Séchons nos larmes. Ce matin-là, la population lyonnaise fut privée de légumes. Les charrois des maraîchers avaient été retenus hors des murs et les ménagères clabaudaient devant les marchés vides. Le pont qui franchissait la Saône était barré par la troupe. Si l'on ne pouvait pas entrer dans Lyon, on ne pouvait pas non plus en sortir. Marchands italiens, voyageurs, moines ambulants, renforcés par les badauds et les désœuvrés, s'aggloméraient autour des portes et réclamaient des explications. La garde, invariablement, répondait à toute demande « Ordre du comte de Poitiers », avec cet air distant, important que prennent les agents de l'autorité lorsqu'ils ont à appliquer une mesure dont ils ignorent eux-mêmes la raison. « Mais j'ai ma fille malade à Fourvière !»« Ma grange de Saint-Just a brûlé hier à la Véprée !»« Le bailli de Villefranche va me faire saisir si je ne lui porte point ma taille aujourd'hui !» criaient les gens. « Ordre du comte de Poitiers !» Et quand la presse devenait un peu forte, les sergents royaux commençaient à lever leurs masses. En ville circulaient d'étranges rumeurs. Les uns assuraient qu'il y allait avoir la guerre, mais avec qui, nul ne pouvait le dire. D'autres affirmaient qu'une émeute sanglante s'était produite pendant la nuit près du couvent des Augustins entre les hommes du roi et les gens des cardinaux italiens. On avait entendu passer des chevaux, on citait même le nombre des morts, mais du côté des Augustins, tout était calme. L'archevêque Pierre de Savoie était très inquiet, se demandant quel coup de force s'apprêtait pour le contraindre probablement d'abandonner au profit de l'archevêque de Sens le primatiat des Gaules, seule prérogative qu'il ait pu conserver lors du rattachement de Lyon à la couronne en 1312. Il avait envoyé l'un de ses chanoines aux nouvelles, mais le chanoine s'était heurté chez le comte de Poitiers à un écuyer très courtois et muet, et l'archevêque s'attendait à recevoir un ultimatum. Chez les cardinaux, logés dans les divers établissements religieux, l'angoisse n'était pas moindre et tournait même à l'affolement. Ils gardaient en mémoire l'affaire de Carpentras. Mais cette fois, comment fuir ? Des émissaires couraient des Augustins aux Cordeliers, des Jacobins aux Chartreux. Le cardinal Caetani avait dépêché son homme à tout faire, l'abbé Pierre, chez Napoléon Orsini, chez Alberti de Prato, chez Flisco, le seul espagnol, afin de dire à ses prélats « Voyez, vous vous êtes laissé séduire par le comte de Poitiers. Il nous avait juré de ne point nous molester et que nous n'aurions même pas à entrer en clôture pour voter, que nous serions tout à fait libres. Et maintenant, il nous enferme dans Lyon. » Duez lui-même reçut la visite de deux de ses collègues provençaux, le cardinal de Mandagou et Béranger Frédol, l'aîné. Mais Duez feignit de sortir de ses travaux savants et de n'être au courant de rien. Pendant ce temps, dans une cellule proche de son appartement, Guccio Baglione y dormait comme une pierre, hors d'état de songer seulement qu'il pouvait être à l'origine d'une pareille panique. Depuis 1 heure, le consul Varet et 3 de ses collègues venus pour exiger des explications au nom du syndical de la ville piétinaient dans l'antichambre du comte de Poitiers. Celui-ci siégeait à huis clos avec les membres de son entourage et les grands officiers qui faisaient partie de sa mission. Enfin, les tentures s'écartèrent, et le comte de Poitiers parut, suivi de ses conseillers. Tous avaient la mine grave. « Ah, messire Varet, vous vous trouvez bien, et vous tous, messire consuls, dit le comte de Poitiers. Nous allons pouvoir vous remettre océan le message que nous nous apprêtions à vous faire tenir. Messire Mills, veuillez lire. » Mills de Noyer, qui avait été conseiller au Parlement et maréchal de l'Ost sous Philippe le Bel, déploya un parchemin et lut. « À tous les baillis, sénéchaux et conseils des bonnes villes, nous vous faisons savoir la grande déploration que nous avons de la mort de notre frère bien-aimé, le roi, notre sire Louis X, que Dieu vient d'enlever à l'affection de ses sujets. Mais la nature humaine est faite ainsi que nul ne peut dépasser le terme qui lui est assigné. Aussi, avons-nous décidé de sécher nos larmes, de prier avec vous le Christ pour son âme, et de nous montrer empressés au gouvernement du royaume de France et du royaume de Navarre, afin que leurs droits ne dépérissent pas et que les sujets de ces 2 royaumes vivent heureux, sous le bouclier de la justice et de la paix. Le régent des 2 royaumes, par la grâce de Dieu. Philippe. Le 1er mois passé, messire Varet vint aussitôt baiser la main du comte de Poitiers et les autres consuls l'imitèrent sans hésitation. Le roi était mort. La nouvelle en soi était assez stupéfiante pour que nul ne songeât, au moins pour quelques minutes, à se poser de questions. En l'absence d'un héritier majeur, il semblait parfaitement normal que le plus âgé des frères du souverain assurât le pouvoir. Les consuls ne doutèrent pas un instant que la décision n'eût été prise à Paris par la Chambre des Pairs. « Veuillez faire crier ce message par la ville, ordonna Philippe de Poitiers.
après quoi les portes seront aussitôt ouvertes. » Puis il ajouta : « Messire Varet, vous êtes puissant au négoce des draps, je vous saurai gré de me fournir 20 manteaux noirs à déposer dans mon antichambre pour en couvrir les gens qui viendront me présenter leur douleur. » Et il congédia les consuls. Les 2 premiers actes de sa prise de pouvoir se trouvaient accomplis. Il s'était fait proclamer régent par son entourage, qui devenait du même coup son conseil de gouvernement. Il allait être reconnu par la ville de Lyon où il résidait. Il avait hâte maintenant d'étendre cette reconnaissance à l'ensemble du royaume et de placer Paris devant un état de fait. Le succès résidait dans la vitesse. Déjà les copistes reproduisaient à multiples exemplaires la proclamation et les chevaucheurs sellaient leurs chevaux pour aller la répandre dans toutes les provinces. Aussitôt les portes de Lyon rouvertes, ces chevaucheurs s'élancèrent, se croisant avec 3 courriers retenus depuis le matin en deçà de la Saône. L'un des courriers acheminait une lettre du comte de Valois par laquelle ce dernier se posait en régent désigné et demandait à Philippe une ratification de bonne forme afin que la désignation devînt effective. « Je suis assuré que vous voudrez aider à ma tâche pour le bien du royaume et me donnerez au plus tôt votre agrément en bon et bien-aimé neveu comme vous l'êtes. » Le second message venait du duc de Bourgogne, qui réclamait lui aussi la régence au nom de sa nièce, la petite Jeanne de Navarre. Enfin, le comte d'Évreux avertissait Philippe de Poitiers que les pairs n'avaient pas été réunis selon les us et coutumes, et que la hâte de Charles de Valois à se saisir du gouvernement ne s'appuyait sur aucun texte, ni aucune assemblée régulière. Le comte de Poitiers, au reçu de ces nouvelles, se remit à siéger avec son entourage. Dans ce conseil ne figuraient pratiquement que des hommes hostiles à la politique suivie depuis 18 mois par le Hutin et le comte de Valois. Philippe de Poitiers, connaissant leurs mérites et leurs capacités, avait choisi de se les adjoindre dans les difficiles négociations qu'il devait mener avec l'Église. Tel était le connétable Gaucher de Châtillon, qui ne pardonnait pas la ridicule campagne de Losteboueux, qu'il avait dû conduire en Flandre l'été précédent. Tel était Mills de Noyer, proche parent de Gaucher. Tel encore Raoul de Presles, légiste de Philippe le Bel, que Valois avait fait arrêter en même temps qu'Enguerrand de Marigny, et qui devait sa libération et son retour en grâce au comte de Poitiers. Aucun d'eux ne considérait d'un bon œil les ambitions de Valois, ni ne souhaitait non plus que le duc de Bourgogne se mêlât des affaires de la couronne. Ils admiraient la rapidité avec laquelle le jeune prince avait agi, et ils plaçaient en lui leurs espoirs. Poitiers écrivit à Eudes de Bourgogne et Charles de Valois, sans mentionner leurs lettres, et comme s'il ne les avait pas reçues, afin de les informer qu'il se considérait régent par droit naturel et qu'il réunirait l'assemblée des pairs afin de sanctionner cette situation aussitôt qu'il lui serait possible. En même temps, il désignait des commissaires pour aller dans les principaux centres du royaume prendre possession du commandement en son nom. Ainsi partirent, dans la journée, plusieurs de ses chevaliers comme Regnault de l'Or, Thomas de Marfontaine et Guillaume Courteuse. Il garda auprès de lui Anceau de Joinville, le fils du vieux sénéchal, et Henri de Sully. Tandis que le glas sonnait à tous les clochers, Philippe de Poitiers conféra seul à seul avec Gaucher de Châtillon. Par droit, le connétable de France siégeait à toutes les assemblées de gouvernement, chambre des pairs, grand conseil, conseil étroit. Philippe demanda donc à Gaucher de se rendre à Paris pour le représenter et s'opposer jusqu'à sa propre arrivée aux entreprises de Charles de Valois. Le connétable, d'autre part, s'assurerait d'avoir bien en main les troupes à solde de la capitale, et particulièrement le corps des arbalétriers. Car le nouveau régent, à la surprise d'abord, puis à l'approbation de ses conseillers, avait résolu de demeurer provisoirement à Lyon. « Nous ne devons pas nous détourner des tâches en cours, déclara-t-il. Le plus important pour le royaume est d'avoir un pape, et nous serons d'autant plus forts quand nous l'aurons fait. » Et il pressa la signature du contrat de fiançailles entre sa fille et le Dauphiné. L'affaire à première vue n'avait aucun rapport avec l'élection pontificale. Mais pour Philippe, l'alliance avec le dauphin de Viennois, qui régnait sur tous les territoires au sud de Lyon, était une pièce de son jeu. Les cardinaux, s'il leur prenait désir de lui échapper, ne pourraient pas se réfugier de ce côté-là. Il leur coupait la route d'Italie. En outre, ses fiançailles consolidaient sa position de régent. Le dauphin se rangeait dans son camp. Le contrat en raison du deuil fut signé sans fête dans les jours qui suivirent. Parallèlement, Philippe de Poitiers s'aboucha avec le plus puissant baron de la région, le comte de Forez, beau-frère d'ailleurs du dauphin, et qui, par ses possessions, commandait la rive droite du Rhône.
Jean de Forez avait fait les campagnes de Flandre, représenté plusieurs fois Philippe le Bel à la cour papale, et très utilement travaillé pour le rattachement de Lyon à la France. Le comte de Poitiers, du moment qu'il reprenait la politique paternelle, savait pouvoir compter sur lui. Le 16 juin, le comte de Forez accomplit un geste hautement spectaculaire. Il prêta hommage solennel à Philippe, comme au seigneur de tous les seigneurs de France, le reconnaissant ainsi détenteur de l'autorité royale. Le lendemain, le comte Bermond de la Voulte, dont le fief de Pierre-Gourde se trouvait dans la sénéchaussée de Lyon, plaça ses mains dans les mains du comte de Poitiers et lui fit serment dans les mêmes conditions. Au comte de Forez, Poitiers demanda de tenir prêt discrètement 700 hommes d'armes. Les cardinaux désormais ne bougeraient plus de la ville. Mais de là à obtenir une élection, il y avait encore loin. Les tractations piétinaient. Les Italiens, sentant que le régent était pressé de regagner Paris, raidissaient leur position. « Il se lassera le premier, disait-il. » Peu leur importait l'état d'anarchie tragique où sombraient les affaires de l'Église. Philippe de Poitiers eut plusieurs entrevues avec le cardinal Duèze, qui lui semblait l'esprit le plus vif du conclave, le plus imaginatif et décidément le plus souhaitable administrateur de la chrétienté dans le difficile moment où l'on se trouvait. « L'hérésie refleurit un peu partout, disait le cardinal de sa voix fêlée. Et comment serait-il autrement avec l'exemple que nous donnons? Le démon profite de nos discordes pour semer son ivraie. Mais c'est dans le diocèse de Toulouse surtout qu'elle pousse dru. Vieille terre de rébellion et de mauvais rêves, il conviendrait que le prochain pape cassât ce trop gros diocèse, malaisé à gouverner, en 5 évêchés, chacun remis en main ferme. Ceci, répondait le comte de Poitiers, amènerait à créer nombre de bénéfices dont notre trésor aurait à percevoir les anates. Mais bien sûr, monseigneur. Les anates étaient une taxe royale portant sur les bénéfices ecclésiastiques nouveaux et qui consistait en la perception des revenus de la première année. Or, l'absence de pape empêchait de procéder à ces créations de bénéfices. Et le trésor s'en ressentait d'autant plus durement que le clergé en général, profitant de ce qu'il n'y avait pas de chef, inventait toutes sortes de prétextes à ne pas acquitter les arrérages d'impôts. En fait, lorsque Philippe de Poitiers et Jacques Duèze envisageaient l'avenir, l'un comme régent, l'autre comme éventuel pontife, leur premier souci concernait les finances. À la mort de Philippe le Bel, la trésorerie française était gênée, mais non obérée. En 18 mois, par l'expédition de Flandre, la sédition d'Artois, les privilèges consentis aux ligues baroniales, Louis X et Valois avaient réussi à endetter le royaume pour plusieurs années. Le trésor pontifical, après 2 ans de conclave errant, ne montrait pas un meilleur état. Si les cardinaux se vendaient si cher aux princes de ce monde, c'est qu'ils n'avaient plus pour nombre d'entre eux d'autres moyens de subsistance que le négoce de leur voix. « Les amendes, monseigneur, les amendes, conseilla Duèze au jeune régent. Frappez d'amendes ceux qui auront méfait, et plus ils seront riches, plus fortement les frappez. Si celui qui manque à la loi possède 20 livres, exigez qu'il en verse 1, mais s'il en possède 1000, prenez-lui-en 500. Et s'il est riche de 100 000, ôtez-lui tout. Vous y trouverez 3 avantages. D'abord, le rapport sera plus gros, ensuite, le malfaiteur privé de sa puissance n'en pourra plus faire abus. Enfin, les pauvres, qui sont le grand nombre, seront de votre côté et auront confiance en votre justice. » Philippe de Poitiers sourit. « Ce que vous préconisez là, fort sagement, monseigneur, peut convenir à la justice royale qui agit par bras temporels, répondit-il. Mais pour restaurer les finances de l'Église, je ne vois guère. »« les amendes, répéta Duèze. Mettons impôt sur les péchés, ce sera source intarissable. L'homme est pécheur par nature, mais plus disposé à faire pénitence de cœur qu'à faire pénitence de bourse. Il éprouvera plus vivement le regret de ses fautes et hésitera davantage à retomber dans ses errements si une taxe accompagne nos absolutions. Qui tient à s'amender doit acquitter amende. » Est-ce une plaisanterie, pensa Poitiers, qui n'était pas complètement accoutumé à l'inventive syllogistique du cardinal. « Et quel péché voudriez-vous taxer, monseigneur » demanda-t-il. « D'abord ceux qui se commettent dans le clergé. Commençons par nous réformer nous-mêmes avant d'entreprendre de réformer autrui. Notre Sainte Mère est trop tolérante aux manquements et abus. Ainsi l'on sait que clergie ou prêtrise ne peuvent être conférés à des hommes estropiés ou difformes. Or je voyais l'autre jour un certain prêtre Pierre, qui est auprès du cardinal Caetani, et qui a 2 pouces à la main gauche. » Petite perfidie envers notre vieil ennemi, se dit Poitiers. « En vérité, poursuivit Duèze,
Les boiteux, manchots, eunuques qui cachent leur disgrâce sous un froc et touchent bénéfice d'église sont légion. Allons-nous les chasser de notre sein, ce qui, sans effacer leurs fautes, n'aurait pour résultat que de les réduire à misère et désespoir, et sans doute les pousserait à rejoindre les hérétiques de Toulouse ou autres confréries de spirituels. Permettons-leur plutôt de se racheter. Or, qui dit rachat dit paiement. Le vieux prélat était parfaitement sérieux. Son imagination au cours de ces dernières nuits de veille avait échafaudé tout un système fort précis sur lequel il préparait un mémoire et qu'il soumettrait, disait-il modestement, au prochain pape. Il s'agissait de l'institution d'une sainte pénitencerie, sorte de chancellerie du péché qui délivrerait des bulles d'absolution moyennant des taxes d'enregistrement perçues au profit du Saint-Siège. Les prêtres estropiés pourraient obtenir quittance à raison de quelques livres par doigt manquants, le double pour un œil perdu, autant pour l'absence d'une ou deux génitoires. Celui qui se serait amputé lui-même de sa virilité devrait payer un prix plus fort. Des malfaçons ou accidents physiques. Duez passait aux irrégularités morales. Les bâtards qui avaient caché leur situation de naissance en recevant les ordres, les clercs qui avaient pris leur tonsure bien qu'étant mariés, ceux qui se mariaient secrètement après l'ordination, ceux qui vivaient non mariés en ménage de femmes, ceux qui étaient bigames ou incestueux ou sodomites, tous étaient imposés proportionnellement à leur faute. Les nonnes qui auraient paillardé avec plusieurs hommes, au-dedans comme au-dehors de leur couvent, seraient soumises à une réhabilitation particulièrement coûteuse. « Si l'institution de cette pénitencerie, déclara Duez, ne fait pas rentrer 2000 livres, la première année, ah, je veux bien !» Il allait dire « je veux bien être brûlé », mais s'arrêta à temps. Poitiers pensait « au moins s'il est élu, je n'aurai pas de souci pour les finances papales ». Mais malgré toutes les manœuvres de Duez et malgré l'appui que Poitiers leur donnait, le conclave continuait à marquer le pas. Or, les nouvelles de Paris étaient mauvaises. Gaucher de Châtillon, faisant front avec le comte d'Évreux et Mahot d'Artois, s'efforçait de limiter les ambitions de Charles de Valois. Celui-ci néanmoins habitait au palais de la Cité, où il gardait la reine Clémence sous sa tutelle, et il administrait les affaires à sa guise, et expédiait dans les provinces des instructions contraires à celles que Poitiers envoyait de Lyon. D'autre part, le duc de Bourgogne, soutenu par les vassaux de son immense duché, était arrivé à Paris le 16 juin, 11 jours après la mort de Louis X, pour y faire reconnaître ses droits. La France avait donc 3 régents. Cette situation ne pouvait durer longtemps et Gaucher engageait instamment Philippe à regagner Paris. Le 27 juin, après un conseil restreint auquel assistèrent les comtes de Forez et de la Voulte, le jeune prince décida de se mettre en route et commanda de rassembler le train de bagages de son escorte. En même temps, s'avisant qu'aucun service solennel n'avait encore été célébré pour le repos de l'âme de son frère, il ordonna que de grandes messes fussent dites le lendemain, avant son départ, en chaque paroisse de la ville. Tous les gens de haut et de bas clergé étaient tenus d'y assister pour s'associer aux prières du régent. Les cardinaux, surtout les cardinaux italiens, exultaient. Philippe de Poitiers quittait Lyon sans les avoir fléchis. « Il déguise sa fuite sous la pompe du deuil, » disait Caetani. « Mais il s'en va quand même, ce maudit. Avant 1 mois, je vous l'affirme, nous serons de retour à Rome. » Les portes du conclave. Les cardinaux sont personnages d'importance et qui ne sauraient être confondus avec le menu fretin du clergé. Le comte de Poitiers leur fit réserver pour le service funèbre à la mémoire de Louis X l'église du couvent des frères prêcheurs, dite église des Jacobins, la plus belle, la plus vaste, après la primatiale Saint-Jean, et aussi la mieux fortifiée. Les cardinaux ne virent dans ce choix qu'un convenable hommage rendu à leur dignité. Aucun ne manqua la cérémonie. Bien qu'ils ne fussent que 24, l'église était pleine, car chaque cardinal avait voulu arriver pompeusement, escorté de toute sa maison, chapelain, secrétaire, trésorier, clerc, damoiseau, valet, porteur de traînes et de flambeaux. Une foule d'un demi-millier de personnes au total se tenait entre les lourds piliers blancs. Rarement messe funéraire fut suivie avec si peu de recueillement. Pour la première fois depuis bien des mois, les cardinaux qui vivaient par coteries en des résidences séparées se retrouvaient tous ensemble. Certains ne s'étaient pas rencontrés depuis près de 2 ans. Ils s'observaient les uns les autres, s'étudiaient, s'épiaient. « Avez-vous vu ?» chuchotait-on. « Orsini vient de saluer Frédol, le cadet. Stefanecci s'est entretenu tout un moment avec Mandagou. Se rapprocherait-il des Provençaux ? Oh, Duez a bien petite mine, le voilà fort envieilli. » En effet,
Jacques Duez, dont la légère et sautillante démarche surprenait habituellement chez un homme d'un tel âge, avançait ce jour-là d'un pas lent, traînant, et répondait vaguement au salut d'un air de lassitude et d'épuisement. Guccio Baglioni, en tenue de damoiseau, faisait partie de sa suite. Il était censé ne parler qu'italien et venir directement de Sienne. Peut-être aurais-je mieux fait, se disait Guccio, de m'aller placer sous la protection du comte de Poitiers, car aujourd'hui sans doute je repartirai avec lui pour Paris, et je pourrais m'enquérir de Marie, dont je suis sans nouvelles depuis tant de jours, tandis que me voici dépendre en tout de ce vieux renard, à qui j'ai promis que mon oncle lui consentirait un prêt, et qui ne fera rien pour mon sort avant que l'argent ne soit arrivé. Or mon oncle ne me répond pas, et l'on dit que Paris est tout bouleversé. Marie, Marie, ma belle Marie, ne va-t-elle pas se croire abandonnée de moi? Peut-être me hait-elle à présent. Qu'en ont-ils fait? Il imaginait Marie séquestrée par ses frères à Cressay, ou dans quelque couvent pour filles repenties. Si une semaine s'écoule encore ainsi, je m'enfuirai à Paris. Ayant gagné sa place dans les stalles du chœur, Duez, tassé sur lui-même, surveillait discrètement ses voisins et parfois tournait un visage accablé vers le fond de l'église. À 2 stalles de Duez, Francesco Caetani, la face maigre, tranchée d'un long nez busqué et les cheveux s'envolant comme des flammes blanches autour de sa calotte rouge, ne cachait pas sa joie. Et ses regards, qui allaient du catafalque aux gens de sa suite, étaient des regards de victoire. « Voici, mes seigneurs, paraissait-il dire à la ronde, ce qui survient quand on s'attire la colère des Caetani, qui étaient déjà puissants du temps de Jules César. Le ciel veille à nous venger. » Les colonnats aux lourds mentons ronds partagés d'une fossette verticale et semblables à 2 guerriers déguisés en prélats, le toisaient avec une hostilité manifeste. Dans l'ordonnance de la cérémonie, le comte de Poitiers n'avait pas lésiné sur le nombre des chantres. Ils étaient une bonne centaine soutenus par les orgues, dont 4 hommes maniant à plein bras les soufflets. Une musique tonnante, royale, roulait sous les voûtes, saturait l'air de vibration, enveloppait la foule. Les petits clercs pouvaient impunément bavarder entre eux et les damoiseaux ricaner en se moquant de leur maître. Il était impossible d'entendre ce qui se disait à 3 pas, et moins encore ce qui se passait aux portes. Le service s'acheva. Les orgues et les chantres se turent. Les vantaux du grand portail s'ouvrirent, mais aucune lumière ne pénétra dans l'église. Il y eut un instant de saisissement, comme si quelque miracle avait, pendant la cérémonie, obscurci le soleil. Et puis, les cardinaux comprirent, et des clameurs furieuses s'élevèrent. Un mur, tout frais, bouchait le portail. Le comte de Poitiers avait fait, pendant la messe, maçonner les issues. Les cardinaux étaient prisonniers. Un mouvement panique brasse à l'assistance. Prélats, chanoines, prêtres, valets, toute dignité ou révérence oubliée, se mêlèrent, se bousculèrent, coururent et refluèrent comme rats pris en nasse. Des damoiseaux grimpant sur les épaules les uns des autres s'étaient hissés aux vitraux et annonçaient « L'église est cernée par des hommes d'armes !» Les cardinaux s'écriaient « Qu'allons-nous faire? Le régent nous a joués! Voilà pourquoi il nous gratifiait de si forte musique! C'est atteinte portée à l'église! Il faut l'excommunier! Il est bien temps, on va nous massacrer !» Déjà les 2 colonnats et les gens de leur parti s'étaient armés de lourds chandeliers de bronze, de bancs et de bâtons de procession, décidés à vendre chèrement leur existence, tandis qu'autour du baptistère, quelques cardinaux des divers partis se prenaient de bec. « Colpa vostra, colpa vostra ! C'est votre faute, criait un Italien désignant les Français. Si vous aviez refusé comme nous de venir à Lyon, nous savions bien qu'il nous y serait fait un mauvais coup. Si vous aviez élu l'un des nôtres, nous ne serions pas là à cette heure, répliqua un Gascon. La faute est à vous, mauvais chrétiens. Une seule porte n'était pas entièrement murée. On y avait laissé passage pour un homme. Mais cette étroite ouverture se hérissait d'un buisson de piques tenus par des gantelets de fer. Les piques se relevèrent, et le comte de Forez, en armure, suivi de Bermond de la Voulte et de quelques autres cuirasses, pénétra dans l'église. Une explosion d'injures l'accueillit. Les bras croisés sur la garde de son épée, le comte de Forez attendit que l'agitation se fût calmée. C'était un homme puissant, courageux, insensible aux menaces comme aux supplications. L'exemple de désunion, de vénalité, d'intrigue que les cardinaux donnaient depuis 2 ans le heurtait profondément, et il approuvait pleinement le comte de Poitiers de vouloir mettre terme à ce scandale. Son rude visage creusé de rides apparaissait par l'ouverture du heaume. Quand les cardinaux et leurs gens se furent bien égosillés, sa voix s'éleva nette, martelée, se propageant par-dessus les têtes jusqu'au fond de la nef. « Mes seigneurs,
Je suis ici d'ordre du régent de France, pour vous notifier le bien vouloir désormais vous adonner uniquement à l'élection d'un pape, et de même vous faire connaître que vous ne sortirez pas avant que ce pape soit élu. Chacun des cardinaux ne gardera auprès de lui qu'un chapelain et 2 damoiseaux ou clercs de son choix pour son service. Tous autres se peuvent retirer. » Cette proclamation souleva une indignation unanime. « C'est félonie !» s'écria le cardinal de Pélagrue. « Le comte de Poitiers nous avait fait serment que nous n'aurions même pas à entrer en clôture, et c'est à ce prix que nous avons accepté de le rejoindre à Lyon. »« Le comte de Poitiers, répondit Jean de Forez, engageait alors la parole du roi de France. Mais le roi de France n'est plus, et c'est la parole du régent qu'aujourd'hui je vous porte. » La fureur à présent unissait les représentants des 3 partis, dont les invectives se mêlaient en provençal, en italien et en français. Le cardinal Duez s'était effondré dans un confessionnal, la main sur le cœur, comme si son vieil âge ne pouvait supporter un tel coup, et il feignait de s'associer aux protestations par des murmures inaudibles. Le cardinal d'Albano, Arnaud d'Auch, celui-là même qui était venu naguère à Paris prononcer la condamnation des Templiers, s'avança vers le comte de Forez et lui déclara d'un ton menaçant: « Messire, un pape ne se peut élire en de telles conditions, car vous violez la constitution de Grégoire X qui oblige le conclave à se réunir en la ville où le pape est mort. Vous vous y trouviez, monseigneur, voici 2 ans, et vous vous êtes égayé sans avoir élu de pape, ce qui contrevenait à la constitution. Mais si vous souhaitez d'aventure être reconduit à Carpentras, nous vous y ferons mener sous bonne escorte, en char fermé. Nous ne devons point siéger sous menace de la force. C'est pourquoi 700 hommes d'armes, monseigneur, sont dehors, à votre garde, fournis par les autorités de la ville afin d'assurer votre protection et votre isolement, ainsi qu'il est prescrit par la Constitution. Le sire de la Voulte que voici, et qui est de Lyon, est chargé d'y veiller. Messire le régent vous fait savoir également que si, au 3e jour, vous n'êtes pas parvenu à vous mettre d'accord, vous ne recevrez à manger qu'un seul plat de la journée, et à partir du 9e, n'aurez plus que le pain et l'eau. Comme cela est dit également dans la Constitution de Grégoire, et qu'enfin, si la lumière ne vous vient point par le jeûne, il fera détruire la toiture pour vous mettre mieux à même de la recevoir du ciel. » Béranger Frédol l'aîné intervint. « Messire, c'est vous charger d'homicide que nous soumettre à un tel traitement, car il en est parmi nous qui ne le sauront supporter. Voyez monseigneur Duez, déjà tout écroulé et qui aurait besoin de soins. »« Ah, certes, dit faiblement Duez. Je ne le pourrais supporter. »« Nous voyons bien que nous avons affaire à des bêtes puantes et féroces, » cria Caetani. « Mais sachez, messire, qu'au lieu de faire un pape, nous allons vous excommunier, vous et votre parjure. »« Si vous tenez séance d'excommunication, monseigneur Caetani, » répondit calmement le comte de Forez, « le régent pourrait alors fournir au conclave le nom de certains envoûteurs et sorciers qu'il conviendrait de placer en tête de fournée. »« Je ne vois point, » dit Caetani, battant aussitôt en retraite, « je ne vois point ce que la sorcellerie vient faire en ceci, puisque c'est du pape que nous devons nous occuper. Eh, monseigneur, nous nous entendons bien. Veuillez donc renvoyer les gens qui vous sont inutiles, car il ne saurait y avoir assez de vivres pour en nourrir autant. » Les cardinaux comprirent que toute résistance serait vaine, et que cette cuirasse, qui leur transmettait d'une voix tranchante les ordres du comte de Poitiers, ne fléchirait pas. Déjà, derrière Jean de Forez, les hommes d'armes commençaient à entrer un par un, pique en main, et à se déployer dans le fond de l'église. « Nous jouerons de ruse si nous ne pouvons jouer de force, » dit à mi-voix Caetani aux Italiens. « Feignons de nous soumettre, puisque pour l'heure nous ne pouvons rien d'autre. » Chacun choisit dans sa suite ses 3 meilleurs serviteurs, ceux qu'il pensait les plus fidèles ou les plus habiles, ou les plus aptes à lui apporter service du corps dans les difficiles conditions matérielles où tous allaient se trouver. Caetani garda auprès de lui le clerc Andrieux, le frère Bost et le prêtre Pierre, c'est-à-dire les hommes qui avaient trempé dans l'envoûtement de Louis X. Il préférait les voir enfermés avec lui que risquant de parler pour argent ou sous la torture. Les colonnards retinrent à leur côté 4 damoiseaux qui avaient des poings d'assommeurs de bœuf. Porte-torches, porte-traînes, clercs et chanoines qui n'étaient pas désignés sortaient un par un devant la haie des hommes d'armes. Leur maître, au passage, leur soufflait des recommandations. « Faites avertir mon frère l'évêque, écrivez en mon nom à mon cousin, partez sur le champ pour Rome. » Au moment où Guccio Baglioni se disposait à prendre la file des sortants, Jacques Duez étendit sa main maigre hors du confessionnal où il gisait effondré et saisit le jeune Italien par la côte en murmurant «
« Restez, petit, restez auprès de moi. Je suis sûr que vous me serez secourable. » Dwez savait que les puissances d'argent ne sont en aucune circonstance négligeables, et il pensait avoir intérêt à conserver auprès de lui un représentant des banques lombardes. Une heure plus tard, il ne demeurait dans l'église des Jacobins que 96 hommes, destinés à y rester aussi longtemps que 24 d'entre eux ne se seraient mis d'accord pour en choisir un seul. Les gendarmes, avant de se retirer, jetèrent des brassées de paille pour former la couche à même la pierre des plus hauts prélats de ce monde, et ils apportèrent quelques bassins ainsi que des grandes jarres pleines d'eau. Puis, les maçons, sous l'œil du comte de Forez, achevèrent de murer la dernière issue, ne laissant d'autre ouverture qu'une petite baie carrée, une lucarne suffisante pour le passage des plats, insuffisante pour le passage d'un homme. Tout autour de l'église, les soldats avaient repris leur faction, disposés de 3 toises en 3 toises, sur 2 rangs, un rang adossé au mur et regardant vers la ville, un rang tourné vers l'église et regardant les vitraux. Vers midi, le comte de Poitiers se mit en route pour Paris. Il emmenait dans sa suite le dauphin de Viennois et le petit Dauphinet, lequel vivrait désormais à la cour de France, afin de s'y familiariser avec sa fiancée de 5 ans. À cette heure-là, les cardinaux reçurent leur premier repas. Comme c'était jour maigre, ils n'eurent pas de viande. De Naufle à Saint-Michel. Un matin de début de juillet, bien avant l'aube, Jean de Cresset entra dans la chambre de sa sœur. Le jeune homme tenait une chandelle qui fumait. Il s'était lavé la barbe et portait sa meilleure cotte de cheval. « Lève-toi, Marie, dit-il. Tu pars ce matin, Pierre et moi nous allons te conduire. » La jeune fille se dressa sur son lit. « Partir ? Comment cela ? C'est ce matin que je dois partir ?» L'esprit embrumé de sommeil, elle regardait son frère de ses grands yeux bleus sombres fixement sans comprendre. Machinalement, elle ramena par-dessus son épaule ses longs cheveux épais et soyeux où passaient des reflets dorés. Jean de Cresset contemplait sans plaisir la beauté de sa sœur, comme si cette beauté eût été l'image même du péché. « Fais un paquet de théarde, car tu ne reviendras pas de sitôt ici. »« Mais où me conduisez-vous » demanda Marie. « Tu le verras bien. »« Mais hier, pourquoi ne m'en avoir rien dit hier ?»« Pour te donner le temps de nous jouer encore un tour à ta façon. Allons, hâte-toi. Je veux être en chemin avant que nos serfs nous voient. Tu nous as assez couverts de honte. Point n'est besoin qu'ils jasent davantage. » Marie ne répondit pas. Depuis 1 mois, sa famille ne la traitait pas d'autre manière, ni ne s'adressait à elle sur un autre ton. Elle se leva, un peu alourdie par sa grossesse, dont le poids, si modéré qu'il fût encore, la surprenait toujours au saut du lit. À la lueur de la chandelle laissée par Jean, elle se prépara, se passa de l'eau sur le visage et la poitrine, noua rapidement ses cheveux. Elle s'aperçut que ses mains tremblaient. Où l'emmenait-on ? Dans quel couvent ? Elle mit à son cou le reliquaire d'or que Guccio lui avait donné et qui venait, lui avait-il dit, de la reine Clémence. « Jusqu'à ce jour, ces reliques m'ont bien peu protégée, pensa-t-elle. Les ai-je mal priées ?» Elle plia ensemble une robe de dessus, quelques robes de dessous, un surcot et des toiles pour se laver. « Tu te couvriras de ta cape à grand chaperon, lui lança Jean, qui rentra un instant dans la chambre. « Mais je vais périr de chaleur, dit Marie. C'est une vêture d'hiver. Notre mère veut que tu chemines le visage caché. Obéis et hâte-toi. » Dans la cour, le second frère, Pierre, sellait lui-même les 2 chevaux. Marie savait bien que ce jour devait arriver. Dans un sens, quelque angoisse qu'elle eût au cœur, elle ne souffrait pas tellement. Elle en était presque à souhaiter ce départ. La tristesse d'un couvent lui paraissait chose plus supportable que les griefs et les reproches journellement ressassés. Au moins y serait-elle seule avec son malheur. Elle n'aurait plus à subir les fureurs de sa mère, alitée depuis que le drame avait éclaté et qui maudissait sa fille chaque fois que celle-ci lui portait une tisane. La grosse châtelaine était alors prise d'étouffement, et l'on devait appeler d'urgence le barbier de Naufle pour qu'il lui tirât une pinte de sang noir. Cela faisait 6 fois en moins de 2 semaines que l'on saignait d'Amélia Belle, et il ne paraissait pas que ce traitement accélérât son retour à la santé. Marie était traitée par ses 2 frères, par Jean surtout, comme une criminelle. Ah, certes, plutôt le cloître, 1000 fois, mais au fond d'une clôture pourrait-elle jamais avoir des nouvelles de Guccio ? C'était là son obsession, sa véritable crainte du sort qui l'attendait,
ses méchants frères lui affirmaient que Guccio avait fui à l'étranger. « Ils ne veulent point me l'avouer, se disait-elle, mais ils l'ont fait mettre au cachot. Il n'est pas possible qu'il m'ait abandonné. Ou bien alors, il est revenu dans le pays pour me sauver, et c'est pourquoi mes frères mettent tant de hâte à m'emmener, et après cela ils vont le tuer. Ah, que ne me suis-je sauvé avec lui !» Son imagination lui représentait toutes les formes possibles de catastrophe. Elle en venait par instants à souhaiter que Guccio se fût réellement enfui, la laissant à son mauvais sort. Privée d'aucun conseil, et même d'aucune compassion, elle n'avait d'autre compagnie que celle de son enfant à naître. Or, cette existence-là ne lui était que de petit secours, sinon pour le courage qu'elle lui inspirait. À l'instant de partir, Marie de Cressay demanda si elle pouvait dire adieu à sa mère. Pierre entra dans la chambre de dame Éliabelle. Au cri poussé par la veuve, à qui les saignées n'avaient pas encore ôté toute la voix, Marie comprit l'inutile de sa démarche. « Elle m'a répondu qu'elle n'avait plus de fille, dit Pierre de Cressay en revenant. Et Marie pensa une fois de plus, « J'aurais mieux fait de m'enfuir avec Guccio, tout cela est ma faute. Je devais le suivre. » Les deux frères enfourchèrent leur monture, et Jean de Cressay prit sa sœur en croupe, parce que son cheval était le meilleur, ou plutôt le moins mauvais des deux. Pierre chevauchait le bidet cornard sur lequel, le mois précédent, les deux frères avaient fait une si belle entrée dans la capitale. Marie jeta un dernier regard au petit manoir dont les toits, sous la demi-lueur d'une aube encore mal assurée, s'estompaient comme dans la grisaille, déjà du souvenir. Tous les instants de sa vie, depuis qu'elle avait ouvert les yeux, étaient inscrits entre ces murs et dans ce paysage. Ces jeux de petite fille, la surprenante découverte de soi-même et du monde que chaque être fait à son tour, journée après journée, l'infinie diversité des herbes dans un champ, l'étrange forme des fleurs et la poudre merveilleuse qu'elles portent dans leur cœur, la douceur du duvet au ventre des petits canards, les jeux du soleil sur l'aile des libellules. Elle laissait là toutes les heures passées à se regarder grandir, à s'écouter rêver, toutes les époques de son visage qu'elle avait si souvent miré dans l'eau transparente de la Maudre, et ce grand éblouissement de vivre qu'elle ressentait parfois couchée à plat d'eau au milieu de la prairie, en cherchant des présages dans la forme des nuages, et en imaginant Dieu présent dans le fond du ciel. « Abaisse ton chaperon » lui ordonna son frère Jean. Dès la rivière franchie, il fit prendre à son cheval une allure rapide, et celui de Pierre aussitôt se mit à corner. « Jean, n'allons-nous pas un peu vite » dit Pierre, en désignant Marie d'un mouvement de tête. « Bah, la mauvaise graine est toujours solidement plantée » répondit l'aîné, comme s'il souhaitait méchamment un accident. Mais ses espoirs furent déçus. Marie était une fille robuste et faite pour la maternité. Elle parcourut les 10 lieues de Naufle à Paris sans donner signe de malaise. Simplement, elle avait les reins moulus, elle étouffait de chaleur, mais elle ne se plaignait pas. De Paris, elle ne vit par-dessous son capuchon que le sol des rues et le bas des maisons. Que de jambes, que de souliers. Ce qui la surprenait, c'était le bruit, l'immense bourdonnement de la ville, les voix des crieurs, des vendeurs de toutes denrées, les bruits des métiers. En certains endroits, la foule était si dense que les montures avaient peine à se frayer passage. Des passants heurtaient du coude ou de l'épaule les pieds de Marie. Enfin, les chevaux s'arrêtèrent. On fit descendre la jeune fille qui se sentait lasse et poussiéreuse. Seulement alors, elle fut autorisée à relever sa chape. « Où sommes-nous » demanda-t-elle, en contemplant avec surprise la cour d'une belle demeure. « Chez l'oncle de ton Lombard » répondit Jean de Cressay. Quelques instants plus tard, un œil fermé, l'autre ouvert, Messer Ptolomei regardait les 3 enfants du sire de Cressay assis en rang devant lui, Jean le barbu, Pierre le glabre, et la sœur à côté, un peu en retrait, tête baissée. « Comprenez, Messer Ptolomei, disait Jean, que vous nous avez fait une promesse. »« Certes, certes, répondit Ptolomei. Et je vais la tenir, mes amis, n'en doutez pas. Mais comprenez qu'il faut la tenir vite. Comprenez qu'après le bruit fait autour de cette honte, notre sœur ne peut davantage demeurer avec nous. Comprenez que nous n'osons plus paraître dans les maisons d'alentour, que nos serfs eux-mêmes se moquent de nous, et que ce sera bien pire encore quand le péché de notre sœur va s'arrondir. » Ptolomei avait une réponse sur le bout des lèvres. « Mais, mes garçons, c'est vous qui avez causé tout ce bruit. Nul ne vous obligeait de vous lancer comme de furieux contre Guccio, en ameutant tout le bourg de Naufle mieux que par crieur public. Et puis, notre mère ne se remet point de ce malheur. Elle a maudit sa fille, et de la voir auprès d'elle,
lui fait croître la colère au point que nous craignons qu'elle n'en crève. Comprenez? C'est la manie des sots que de vous sommer de comprendre. Bah, quand il aura la langue sèche, il s'arrêtera. Mais ce que je comprends fort bien, moi, se disait le banquier, c'est que mon Guccio se soit mis folie en tête pour cette belle fille. Je lui donnais tort jusque-là, mais depuis qu'elle est entrée, j'ai changé d'avis. Et si mon âge permettait que pareille chose m'arrivât encore, je me serais sans doute conduit plus follement que lui. Les beaux yeux, les beaux cheveux, la belle peau. Un vrai fruit de printemps. Et comme elle semble supporter son malheur avec courage. Car après tout, les deux autres cris tempêtes font les importants, mais c'est bien pour elle, la pauvre enfant, que la peine est la plus grande. Elle a sûrement une bonne âme. Quelle pitié pour elle d'être née sous le toit de ces deux niais. Et comme j'aurais aimé que Guccio pût l'épouser au grand jour, qu'elle vécût ici, et que ma vieillesse se réjouit à la contempler. Il ne la quittait pas du regard. Marie levait les yeux sur lui, les rabaissait aussitôt, les relevait, inquiète de cette observation insistante. « Comprenez, messères, que votre neveu... »« Oh, celui-là, je le renie. Je l'ai déshérité. S'il n'avait fui pour l'Italie, je crois que je l'aurais tué de mes doigts, si je pouvais seulement savoir où il se cache, » dit Tholomyès en se prenant le front d'un air accablé. À l'abri du petit auvent de ses mains, et ne se laissant voir que de la jeune fille, il cligna de sa grosse paupière habituellement affaissée. Marie sut alors qu'elle avait un allié. Elle ne put retenir un soupir. Guccio était vivant. Guccio était en lieu sûr et Tholomyès savait où. Que lui importait le cloître maintenant? Elle n'écoutait plus le discours de son frère Jean. Elle aurait pu d'ailleurs le réciter par cœur. Pierre de Cresset lui-même se taisait avec un air de vague lassitude. Il se reprochait, sans oser l'avouer, d'avoir cédé lui aussi à une colère absurde, et il laissait son aîné parler de l'honneur, du sang et des lois de chevalerie pour justifier leur énorme sottise. Car lorsque les frères de Cresset, sortant de leur pauvre petit manoir délabré et de leur cour qui sentait le fumier hiver comme été, voyaient la demeure princière de Tholomyès, lorsqu'ils respiraient cet air de richesse, d'abondance qui flottait dans toute la maison, force leur était de reconnaître que leur sœur, s'ils avaient consenti à ce mariage, n'eût pas été des plus mal lotis. Mais si le cadet éprouvait au fond quelque remords à l'égard de sa sœur, l'aîné d'esprit buté et animé d'un assez bas sentiment de jalousie pensait « Pourquoi aurait-elle eu droit par péché à tant de richesses alors que nous peinons dans une vie misérable ?» Marie, elle non plus, n'était pas insensible au luxe qui l'entourait, l'éblouissait, et ne faisait qu'aviver ses regrets. « Si seulement Guccio avait pu être un petit peu noble, songeait-elle, ou bien si nous ne l'avions pas été. Qu'est-ce que cela veut dire, la chevalerie? Est-ce là une bonne chose, qui peut faire tant souffrir? Et la richesse n'est-elle pas aussi une sorte de noblesse? » « Ne vous inquiétez de rien, mes amis, dit enfin Tholomyès, et reposez-vous en tout sur moi. C'est le devoir des oncles de réparer les fautes de leurs mauvais neveux. J'ai obtenu, grâce à mes hautes amitiés, que votre sœur soit accueillie au couvent des filles Saint-Marcel. N'êtes-vous pas satisfait? » Les deux frères Cresset se regardèrent et hochèrent la tête d'un air approbateur. Le couvent des Clarisses du faubourg Saint-Marcel jouissait d'une grande réputation. N'y entraient que des filles de haut lignage. Parfois même s'y dissimulaient sous le voile des bâtardises royales. La hargne de Jean de Cresset tomba d'un seul coup, apaisée par la vanité de caste. Il n'était pas de lieu où un déshonneur pût se racheter avec plus d'honneur. Et quand les petits barons des alentours de Naufle demanderaient aux Cresset où se trouvait Marie, il ne leur serait pas désagréable de répondre d'un air détaché « Elle est au couvent des filles Saint-Marcel ». Mais Tholomyès avait dû payer et promettre gros pour qu'elle y soit admise. « C'est fort bonne chose, fort bonne, dit Jean. D'ailleurs, l'abbesse est un peu, je crois, notre parente. Notre mère nous l'a plus d'une fois citée en exemple. »« Ainsi tout est au mieux, reprit Tholomyès. Je vais conduire votre sœur au comte de Bouville, l'ancien grand chambellan. » Les deux frères s'inclinèrent à nouveau sur leur siège pour marquer leur considération. « Par qui j'ai obtenu cette faveur. Et ce soir, je vous le promets, elle sera confiée à l'abbesse précisément. Vous pouvez donc repartir avec le calme au cœur, je vous ferai tenir des nouvelles. »
Les deux frères n'en demandèrent pas davantage, ils se débarrassaient de leur sœur et estimaient avoir assez fait en s'en déchargeant aux soins d'autrui. « Dieu t'inspire le repentir », dit Jean à Marie en guise d'adieu. Il mit beaucoup plus de chaleur à prendre congé de Ptoloméi. « Dieu te garde, Marie », dit Pierre avec émotion. Il eut un mouvement pour embrasser sa sœur, mais sous le regard sévère de l'aîné, il n'acheva pas son geste. Et Marie se retrouva seule avec ce gros banquier au teint sombre, à la bouche charnue, à l'œil clos, qui, si étrange que cela parût, était son oncle. Les deux chevaux sortirent de la cour et l'on entendit diminuer les reniflements du bidet cornard, dernière rumeur de Cresset qui s'éloignait de Marie. « Maintenant, allons à table, mon enfant. Le temps qu'on dîne, on ne pleure pas, » dit Ptoloméi. Il aida la jeune fille à enlever la cape sous laquelle elle suffoquait. Et Marie eut un regard surpris, reconnaissant, car c'était la première marque d'attention ou simplement de courtoisie qu'on avait pour elle depuis des semaines. « Tiens, une étoffe qui vient de chez moi, » se dit Ptoloméi en voyant la robe dont elle était vêtue. Le Lombard était négociant en épices d'Orient, en même temps que banquier. Aussi les ragoûts où il plongeait les doigts avec élégance, les viandes qu'il détachait de l'os délicatement par petits morceaux, étaient imprégnées de senteurs exotiques, apéritives. Mais Marie ne montrait guère d'appétit et se servit à peine des plats du premier service. « Il est à Lyon, » lui dit alors Ptoloméi en soulevant sa paupière gauche. « Il n'en peut bouger pour l'heure, mais il pense à vous et vous garde de toute sa foi. »« Serait-il en prison » demanda Marie. « Non, pas précisément. Il est enfermé, mais nullement pour de pénibles raisons. Il partage sa captivité avec de si hauts personnages que nous n'avons rien à craindre pour son salut. Tout m'incite à croire qu'il sortira de l'église où il se tient plus important qu'il n'y est entré. »« L'église ? Pourquoi dans une église ? Je ne puis vous en dire davantage. » Marie n'insista pas. Guccio, reclus dans une église en compagnie de gens si importants qu'on ne pouvait les lui nommer, ce mystère la dépassait. Mais ce qui touchait Guccio était toujours empreint de mystère. La première fois qu'elle l'avait vu, n'arrivait-il pas d'une mission secrète auprès de la reine d'Angleterre ? N'était-il pas revenu à Cresset pour cacher des documents puis les reprendre ? Et n'avait-il pas eu à courir par 2 fois jusqu'à Naples pour le service de la reine Clémence ? N'avait-il pas reçu de celle-ci le reliquaire de Saint-Jean qu'elle-même à présent portait au cou ? Si Guccio était enfermé à cette heure, ce devait être encore pour la cause de quelque reine. Et Marie s'émerveillait que parmi de si puissantes princesses, il continua de la préférer, elle, pauvre demoiselle de campagne. Guccio vivait, Guccio l'aimait. Il lui suffisait de le savoir pour retrouver de l'agrément à exister, et elle mordit au plat avec tout l'appétit d'une fille de 18 ans qui avait voyagé depuis l'aube. Ptoloméi, s'il pouvait s'adresser avec aisance aux plus hauts barons, aux pairs du royaume, aux légistes, aux archevêques, avait depuis longtemps perdu l'habitude de parler aux femmes, surtout à une femme si jeune. Ils échangèrent peu de propos. Le vieux banquier regardait avec ravissement cette nièce qui lui tombait du ciel et qui, d'instant en instant, lui plaisait davantage. « Quelle pitié, pensait-il, de l'aller mettre au couvent. Si Guccio ne s'était pas fait retenir dans le conclave, j'enverrais bien cette belle enfant à Lyon. Mais qu'y deviendrait-elle, seule et sans appui? Or, les cardinaux, à ce qu'on dit, ne se montrent pas près de céder. Ou bien la garder ici en attendant le retour de mon neveu. Voilà qui me sourirait, mais non, je ne le puis. J'ai demandé à Bouville d'agir en sa faveur. Quelle figure aurais-je maintenant à négliger la peine qu'il s'est donnée? Et si l'abbesse en plus est cousine des Cresset, et qu'il vienne à Sénigaud l'idée de lui demander nouvelles? Allons, que la tête ne me tourne pas, moi aussi. Elle ira au couvent. Mais pas pour toute la vie, dit-il en continuant à haute voix. Il n'est pas question de vous faire prendre le voile. Acceptez sans trop de plaintes ces quelques mois parmi les nonnes. Je vous promets, quand votre enfant sera né, d'arranger vos affaires pour que vous viviez heureuse avec mon neveu. Marie lui saisit la main et y posa ses lèvres. Il en fut gêné. La bonté n'était pas dans sa nature et son métier l'avait peu habitué aux expressions de gratitude. « Il me faut maintenant vous remettre aux soins du comte de Bouville, dit-il. Je vais vous conduire à lui. » De la rue des Lombards au palais de la Cité, la route n'était pas longue. Marie la parcourut aux côtés de Ptoloméi dans un état de surprise émerveillée. Elle n'avait jamais vu de grande ville.
Les mouvements de la foule sous le soleil de juillet, la beauté des maisons, le nombre et la profusion des boutiques, le scintillement des étalages, tout le spectacle la transportait dans une sorte de féerie. Le bonheur, se disait-elle, que de vivre ici, et quel homme aimable est l'oncle de Guccio, et quelle bénédiction qu'il veuille bien nous protéger. Oh oui, comme je subirais sans me plaindre le temps du couvent. Ils passèrent le pont au change et entrèrent dans la galerie mercière encombrée de ses éventaires. Tholomyès ne put s'empêcher, pour le plaisir de s'entendre encore remercier, d'acheter une aumônière de ceinture brodée de petites perles qu'il offrit à Marie. « C'est de la part de Guccio, il faut bien que je le remplace. » Ils s'engagèrent ensuite dans le grand escalier du palais. Ainsi, d'avoir fauté avec un jeune Lombard valait à Marie de Cressay de pénétrer dans la demeure des rois. Il régnait à l'intérieur du palais cette agitation, cet affairement réel ou simulé qu'on remarquait en tout lieu où se trouvait le comte de Valois. Ayant franchi galeries et salles en enfilade où se pressaient, se croisaient, s'interpellaient chambellans, secrétaires, officiers et solliciteurs, Tholomyès et la jeune fille parvinrent dans une partie un peu retirée derrière la Sainte-Chapelle et qui donnait sur la Seine et l'île aux Juifs. Une garde de gentilshommes en cotte d'armes leur barra le passage. Nul ne pouvait pénétrer dans les appartements réservés à la reine Clémence sans l'autorisation des curateurs. Tandis qu'on allait chercher le comte de Bouville, Tholomyès et Marie attendirent dans l'embrasure d'une fenêtre. « C'est là, voyez-vous, qu'on a brûlé les Templiers, » dit Tholomyès en désignant l'île. Le gros Bouville arriva, toujours équipé en guerre, la bedaine roulant sous l'étoffe d'acier, et le pas décidé comme s'il allait commander un assaut. Il fit écarter la garde. Tholomyès et Marie traversèrent une première pièce où un vieillard desséché, vêtu d'une robe de soie et la peau tavelée comme un parchemin, dormait assis dans une cathèdre. C'était le sénéchal de Joinville. 2 écuyers auprès de lui jouaient silencieusement aux échecs. Puis les visiteurs passèrent dans le logement du comte de Bouville. « Madame Clémence reprend-elle un peu ?» demanda Tholomyès à Bouville. « Elle pleure moins, » répondit le curateur. « Ou plutôt, elle montre moins ses pleurs, comme s'il lui coulait tout droit dans la gorge. Mais elle reste durement ébobie. Et puis la chaleur d'ici ne vaut rien dans son état. Elle a souvent des défaillances et des tournements de tête. » Ainsi la reine de France est à côté, pensait Marie avec une intense curiosité. Peut-être vais-je lui être présentée? Oserais-je lui parler de Guccio? Elle assista ensuite à une longue conversation à laquelle elle ne comprit que peu entre le banquier et l'ancien grand chambellan. À certains noms prononcés, il baissait la voix, et Marie se défendait d'écouter leur chuchotement. Le comte de Poitiers, arrivant de Lyon, était annoncé pour le lendemain. Bouville, qui avait souhaité si fort ce retour, ne savait plus maintenant s'il devait s'en féliciter. Car monseigneur de Valois avait décidé de se porter immédiatement à la rencontre de Philippe, en compagnie du comte de la Marche, et Bouville montra à Tholomyès par une fenêtre qui donnait sur les cours les préparatifs de ce départ. De son côté, le duc de Bourgogne, arrivé de Dijon, faisait monter la garde par ses propres gentilshommes autour de sa nièce, la petite Jeanne de Navarre. Un mauvais vent de révolte soufflait sur la ville, et cette rivalité de régents pouvait aboutir aux pires calamités. De la vie de Bouville, on aurait dû nommer la reine Clémence régente, et l'entourer d'un conseil de la couronne composé de Valois, de Poitiers et d'Eudes de Bourgogne. Si intéressé qu'il fut par les événements, Tholomyès à plusieurs reprises tenta de ramener Bouville à l'objet précis de sa démarche. « Certes, nous allons bien veiller sur cette damoiselle », répondait Bouville qui revenait aussitôt à ses inquiétudes politiques. Tholomyès avait-il des nouvelles de Lyon? Le chambellan avait pris familièrement le banquier par l'épaule et lui parlait presque joue à joue. Comment? Guccio, muet en conclaviste, était enfermé avec Dehaze. Ha ha ha, l'habile garçon. Tholomyès pensait-il pouvoir communiquer avec son neveu? Si jamais il en recevait des nouvelles, on avait moyen de lui en transmettre. Qu'il le fît savoir. Ce truchement pourrait être fort précieux. Quant à Marie... « Mais oui, dit le curateur. Madame de Bouville, qui est personne de tête et fort agissante, a tout arrangé à votre convenance. Soyez sans alarme. » Il appela son épouse, petite femme maigre, autoritaire, au visage marqué de rides verticales et dont les mains sèches ne restaient jamais en repos. Marie, qui s'était sentie jusque-là en parfaite sécurité, éprouva aussitôt de la crainte et de l'anxiété. « Ah, c'est vous dont il faut abriter le péché, dit madame de Bouville en l'examinant d'un œil sans bienveillance. Vous êtes attendue au couvent des Clarisses.
L'abbesse montrait peu d'empressement, et moins encore quand je lui ai dit votre nom, car elle est, par je ne sais quel lien, de votre famille, et votre conduite ne lui plaît guère. Mais enfin, la faveur dont jouit messire Hugues, mon époux, a pesé son poids. J'ai crié un peu, le logis vous sera donné. Je vous y conduirai avant la nuit. » Elle parlait vite, et il n'était pas facile de l'interrompre. Quand elle reprit son souffle, Marie lui répondit avec beaucoup de déférence, mais aussi beaucoup de dignité dans le ton. « Madame, je ne suis point en état de péché, car j'ai bien été mariée devant Dieu. »« Allons, allons, répliqua madame de Bouville. Ne faites pas regretter les bontés qu'on a pour vous. Remerciez donc ceux qui s'emploient à vous aider plutôt que de jouer la faraude. » Ce fut Ptoloméi qui remercia au nom de Marie. Lorsque celle-ci vit le banquier sur le point de partir, un grand désarroi la jeta dans les bras de celui-ci, comme s'il avait été son père. « Faites-moi savoir le sort de Guccio, lui murmura-t-elle à l'oreille, et faites-lui savoir que je me languis de lui. » Ptoloméi s'en alla, et les Bouville disparurent également. Pour tout l'après-midi, Marie demeura dans leur antichambre, n'osant bouger et n'ayant d'autre distraction que d'assister, assise dans l'ébrasement d'une fenêtre ouverte, au départ de Monseigneur de Valois et de son escorte. Le spectacle pour un moment la sortit de son chagrin. Elle n'avait jamais vu si beaux chevaux, si beaux harnais, si beaux vêtements, et en si grand nombre. Elle pensait aux paysans de Cresset vêtus de loques, les jambes entourées de bandes de toile, et se disait qu'il était bien étrange que des êtres qui avaient tous une tête et 2 bras, et tous créés par Dieu à son image, puissent être de races si différentes, si l'on en jugeait par le costume. De jeunes écuyers, voyant cette fille de grande beauté occupée à les regarder, lui adressèrent des sourires et même lui envoyèrent des baisers. Soudain, ils s'empressèrent autour d'un personnage tout brodé d'argent qui semblait en imposer fort et prenait des airs de souverain. Puis la troupe s'ébranla, et la chaleur de l'après-midi s'appesantit sur les cours et les jardins du palais. Vers la fin du jour, madame de Bouville vint chercher Marie. Accompagnée de quelques valets et montée sur des mules scellées de bas à la planchette, où l'on s'asseyait de côté, les pieds posés sur une petite planche, les 2 femmes traversèrent Paris. Elles virent des attroupements un peu partout, et même aperçurent la fin d'une rixe qui avait éclaté sur le seuil d'une taverne entre les partisans du comte de Valois et des gens du duc de Bourgogne. Les sergents du guet à coups de masse rétablissaient l'ordre. « La ville est chaude, » dit madame de Bouville. « Je ne serais point surprise si la journée de demain nous amenait l'émeute. » Par le Mont-Sainte-Geneviève et la porte Saint-Marcel, elles sortirent de Paris. Le crépuscule tombait sur les faubourgs. « Du temps que j'étais jeune, dit madame de Bouville, on ne voyait guère ici plus de 20 maisons. Mais les gens ne savent plus où se loger en ville et construisent sans cesse sur les champs. » Le couvent des Clarisses était entouré d'un haut mur blanc qui enfermait les bâtiments, les jardins et les vergers. On distinguait auprès d'une porte basse une tour ménagée dans l'épaisseur de la pierre. Une femme qui marchait le long de la muraille, la tête couverte, s'approcha du tour et y déposa rapidement un paquet entortillé de linge. Puis elle fit tourner le tambour du bois, tira la cloche et, voyant qu'on approchait, s'enfuit en courant. « Qu'a-t-elle fait » demanda Marie. « Elle vient d'abandonner là un enfant sans père » répondit madame de Bouville en regardant Marie d'un air sévère. « C'est ainsi qu'on les recueille. Allons, marchez » Marie pressa sa mule. Elle pensa qu'elle aurait pu, elle aussi, être forcée un jour proche de déposer son enfant dans un tour, et considéra que son sort était encore bien enviable. « Je vous fais merci, madame, de prendre si grand soin de moi, » murmura-t-elle les larmes aux yeux. « Ah, enfin vous prononcez une bonne parole, » répondit madame de Bouville.